Bonjour à tous, bienvenue au Movinant Summit, le sommet mondial de la mobilité durable. Ce matin, je reçois Alexandre de Juniac. Alexandre de Juniac, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien président du groupe Air France KLM et ancien directeur général de IATA, l'Association internationale du transport aérien. Vous êtes donc aux premières loges pour nous faire un point d'étape sur la situation. On va dire que le secteur traverse l'une des crises les plus graves de son histoire. Quelle est la situation à date après plus d'un an de pandémie ? Alors, c'est la crise la plus grave et de très très loin, qui va bien au-delà de ce qu'on a vécu le 11 septembre, à la suite du SARS ou à la suite de la crise économique de 2008. Donc, c'est un effondrement du trafic aérien qui est dû aux restrictions qui ont été mises au voyage par les gouvernements suite au Covid. Et qui a abouti à ce que le trafic international, intercontinental, baisse de 85 à 90%. Donc il y a un passager sur 10 qui voyage encore sur du long courrier. Et le trafic domestique est à peu près à 40-45%. Au total, en moyenne, le trafic actuellement, c'est un tiers de ce qu'on avait en 2019 pré-Covid. Et on prévoit qu'il soit à la fin 2021, un peu plus de la moitié de ce qu'il était en 2019. Donc ça remonte lentement, mais c'est une crise gravissime. La vaccination n'accélère pas la réouverture et le retour en rythme de croisière des compagnies aériennes ? Si la réponse est oui, la vaccination combinée au test et combinée aussi à l'immunisation des gens qui ont pu avoir le Covid fait que maintenant on a les outils, les gouvernements ont les outils pour lever les restrictions au voyage, lever les restrictions aux frontières qui ont arrêté le trafic. Puisqu'on avait estimé que lorsqu'il y avait des mesures de quarantaine, où qu'elles soient, l'impact sur les réservations aériennes était de moins 100%. Donc c'était simple, quarantaine, zéro voyage. Ce qui est assez de bon sens en réalité. Avec la combinaison des tests, du vaccin, et le succès du vaccin, il fonctionne, et de l'immunisation, les gouvernements retrouvent confiance pour réouvrir leurs frontières, lever des restrictions au voyage et donc accepter que les compagnies aériennes réopèrent des routes et puis transportent des passagers. Et accepter ces passagers sur leur territoire sans qu'ils aient l'impression qu'ils augmentent le risque de réinfection ou d'infection de leur population. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que nous avons, il y a quelques mois, demandé au gouvernement publier un plan d'ouverture. Maintenant que vous avez ces instruments scientifiques et médicaux, publier un plan en fonction de votre stratégie vaccinale, en fonction de votre stratégie de test. Le Royaume-Uni a été le premier État à le faire. La France a suivi maintenant. Un certain nombre d'États commencent à publier. Et donc, nous pouvons, nous, compagnies aériennes, programmer les réouvertures de lignes, les réouvertures de routes. Les passagers peuvent recommencer à réserver. Et d'ailleurs, on voit pour la saison été, alors c'est complètement vrai sur le marché domestique chinois, c'est vrai sur le marché domestique nord-américain, mais c'est vrai en Europe, on voit les réservations repartir. Et nos prévisions, finalement, nous les avons un petit peu remontées il y a quelques jours par rapport à ce qu'elles étaient il y a quelques semaines simplement. Les règles sont encore très différentes d'un pays à un autre. Et il y a une note que justement IATA a publiée hier sur les temps d'attente prévisionnels dans les aéroports cet été. On pourrait s'attendre à plus de 5 heures d'attente avec un niveau de trafic autour de 75% pré-Covid. Comment on règle ce problème ? C'est beaucoup trop, 5 heures d'attente. Personnellement, je trouve que c'est assez dissuasif par certains côtés. Et c'est vrai que ce que cette crise a révélé, et malheureusement on n'en est pas encore complètement sorti, c'est une absence assez forte de coordination, même disons un total manque de coordination entre États. Les mesures de restriction au voyage et de fermeture des frontières ont été prises de manière complètement unilatérale par les États, avec pratiquement pas de coordination. C'est pour ça que vous arrivez à une situation où on ne sait pas quel type de test il faut avoir quand on va de la région A au pays B, quel type de test, est-ce qu'il est salivaire, est-ce qu'il est PCR, est-ce qu'il est nasal, combien d'heures ou combien de jours avant il faut l'avoir fait, est-ce qu'il faut être vacciné ou pas. Donc il y a une très très grande complexité qui nous gêne. Nous avons appelé une coordination permanente, nous avons appelé, et on a une organisation qui gère ça, qui s'appelle l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui est à Montréal. On a réussi en mai dernier, c'est-à-dire il y a à peu près un an, à avoir une coordination sur la manière de traiter les passagers à bord. C'est comme ça que maintenant, vous portez votre masque à bord. En général, on fait un contrôle de température avant l'embarquement.
Et là, toutes les compagnies ont à peu près adopté le même protocole. Nous désaffectons nos avions de la même manière. Et un peu partout dans le monde, ça marche de la même manière parce que l'OACI, à notre initiative, on a énormément poussé, a défini un protocole applicable partout et qui a été assez bien appliqué partout. En revanche, pour le reste, pour ce qui est des procédures de test, des procédures de vaccination, comment est-ce qu'on allait contrôler tout ça, qu'est-ce qu'on allait imposer, là, on a demandé à ce que ce soit fait, on l'a demandé en août dernier. Et pour l'instant, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de succès. Donc ça réouvre, mais de manière complètement désorganisée. Voilà. Si je reviens sur les compagnies aériennes, elles ont été massivement soutenues, notamment par leurs États actionnaires, quand c'est le cas. Est-ce qu'il y a toujours un risque de faillite ou de concentration, en tout cas, du secteur à terme, on va dire, dans la réouverture on est très reconnaissant aux États d'avoir agi massivement et très vite, puisqu'ils ont injecté près de 200 milliards de dollars dans le secteur, ce qui est gigantesque, mais ce qui correspondait aux besoins d'une industrie qui était plus que sinistrée. Donc ils ont, comme on dit, ils ont fait le job, et plutôt bien. Et on en a encore besoin pour les quelques mois à venir, tant qu'on n'est pas un peu sorti de la difficulté dans laquelle on se trouve encore. Ça, c'est la première chose. Maintenant, est-ce qu'il y a des risques de faillite? D'abord, il y en a eu. Il y a près de 40 à 50 compagnies aériennes qui ont disparu, de taille plutôt petite et moyenne, quoique il y en a un certain nombre qui sont passés très très près de la difficulté. Les injections massives de fonds par les États, par divers canaux, ont permis à beaucoup de compagnies de passer la difficulté. Ça a été vrai en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, donc ça a plutôt bien marché. Est-ce qu'il y a encore des risques de faillite? Oui, il y a encore des risques de faillite, il y a encore des fragilités. En Europe? En Europe, mais un peu partout. Mais en général, l'action des États a été décisive. Et puis, maintenant que les États sont intervenus massivement pour leurs diverses compagnies, ce serait quand même un peu bête qu'on arrête de soutenir maintenant, aboutissant à la faillite des compagnies qu'on a soutenues massivement avant. Je pense qu'il y a pas des risques considérables que les maisons qui ont été les plus soutenues disparaissent maintenant. Peut-être une toute dernière question. Consolidation, ça arrivera peut-être. Oui. Peut-être, mais il faut savoir que les compagnies n'ont pas beaucoup d'argent pour s'acheter les unes les autres, premièrement. Ça existe toujours ça génère des coûts, ça exige des investissements importants. Donc, consolidation un peu difficile, outre le fait que les États étant intervenus et étant au capital des compagnies, je ne suis pas sûr qu'ils acceptent facilement, si vous voulez, de céder les compagnies dans lesquelles ils viennent injecter massivement des fonds publics à un concurrent ou un partenaire étranger. Ça paraît... Donc, pour l'instant, je pense que la consolidation mettra un petit peu de temps si elle arrive. Toute dernière question sur l'innovation et sur la recherche. On est passé d'une économie où on améliorait les moteurs, on essayait d'être un petit peu moins énergivore. Et là, on nous promet l'avion du futur, électrique pour les petits, à hydrogène. Est-ce qu'il n'y a pas eu une absence de recherche? Comment on explique ce décalage entre ces deux temporalités dans la recherche aéronautique? Je vous trouve un peu injuste, puisqu'on a depuis des années investi dans des technologies plus propres, moins énergivores. Il y avait deux raisons. La première, à l'origine, dès les années 80-90, c'était le coût du pétrole. C'était un coût énorme. Donc, par intérêt économique, et comme il fallait baisser les coûts, les constructeurs et toute l'industrie s'est concentrée sur le fait d'économiser l'énergie. Puis, on a essayé de faire des moteurs plus verts. Après, à 2008-2009, toute l'industrie a pris l'engagement de réduire les émissions de CO2. Donc, s'est ajouté à la contrainte de coût, d'économie d'énergie, du coût du pétrole, à une prise de conscience environnementale extrêmement forte et qui va se renforcer. Il n'est pas impossible que les objectifs que s'est assigné cette industrie, qui était de diviser par 2 ses émissions carbone à l'horizon 2050, soient renforcés dans les mois qui arrivent pour aller vers une certaine neutralité carbone. C'est très probable. Et donc là, se présente l'avion électrique, mais c'est pas encore, pas tout de suite, 2035-2040. L'avion à hydrogène, là aussi, c'est pas encore tout de suite. Donc, il y a des solutions technologiques qui s'esquissent, mais il y a encore beaucoup de recherches à faire, beaucoup de recherches. Et c'est bien, mais moi je crois à l'intelligence, on y arrivera. Très bien. Merci Alexandre de Gignac. Merci à tous et puis très bonne journée. À bientôt.